Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est possible de créer un VPN entre le public cloud et une infra locale? Oui, tout à fait. Et on a des images, on fournit la doc pour le faire et on fournit une image avec OpenSense qui permet de gérer différents protocoles. Donc voilà, on peut gérer de l'IPsec, de l'OpenVPN, il y a différents protocoles qui sont gérés. On nous demande aussi si l'IPv6 est géré par Neutron. Oui. Les IPv6 sont gratuites, les IPv4 sont payantes. Est-ce que Kubernetes multinœud ou Minikube sont aussi disponibles? Alors, on fournit des templates HIT, donc pour ça, avec de l'orchestration, vous pourrez les retrouver directement sur la doc. Donc là, vous avez le lien juste en dessous, donc docs.infomaniac.cloud. Vous allez pouvoir aller voir différents cas qui vous sont proposés, et notamment le déploiement du Kubernetes directement sur la plateforme d'Infomaniac. Est-ce que tu voulais nous montrer comment on peut modifier les perfs d'une instance une fois qu'elles sont créées? Oui, bien sûr, on peut faire ça, il n'y a aucun souci. Alors, hop, pour modifier les performances d'une instance, donc par exemple, si on part sur le principe de l'instance web dans le cas d'une augmentation de charge, on va juste aller sur l'instance web, on va dérouler ici et on va pouvoir, voilà, redimensionner une instance. Vous allez redimensionner une instance, et là vous avez le gabarit de base que vous avez utilisé, avec ce qu'il y a. Et là vous pouvez choisir le gabarit que vous souhaitez. Donc si par exemple j'ai une forte augmentation, je vais pouvoir choisir par exemple une augmentation de 1 vCPU à 4 vCPU, 8 Go de RAM et 80 Go de disque. Je vais cliquer sur redimensionner. Préparation du redimensionnement. Et ça, tu pourrais le faire de manière dynamique, automatique? Oui, on peut le faire avec de l'autoscaling group. Alors là, ça se fera avec HIT ou du Terraform, comme tous ceux qui sont habitués à le faire, il n'y a aucun souci. On fait confirmer et redimensionner la migration. Voilà, notre instance a été passée à la nouvelle flavor, donc A4 RAM 8. Donc là, elle a 4 vCPU, 8 Go de RAM et 80 Go de disque qui viennent d'être ajoutés. La question c'est, est-ce qu'on peut jouer sur l'horizontalité de manière complètement automatique et sur le serveur web et database? On peut le faire, la fonction est disponible, il va falloir un petit peu la scripter à l'heure actuelle. Comme je le disais, les services de DB as a service équivalent RDS sont dans notre roadmap. Malheureusement, on n'a pas de date de sortie à l'heure actuelle. Pour la partie web, par contre, il n'y a aucun souci, c'est comme sous AWS ou autre, vous provisionnez une image, vous faites un snapshot et vous transformez ce snapshot en image et vous pourrez l'utiliser, vous pouvez faire un scaling horizontal via un load balancer, il n'y a aucun souci là-dessus. En résumé, tout est possible. Pour le moment, il y a un petit peu plus de travail manuel pour la première fois. Et puis, on va le permettre de le faire de manière plus... C'est ça, tout à fait. Et il y a une question par rapport au tarif, par rapport à un hébergement web mutualisé classique. Il faut voir que ce sont deux produits différents. L'hébergement va vous permettre de vous abstenir de mettre les mains entre guillemets dans le cambouis, c'est-à-dire qu'on ne va pas les mettre les mains dans le SSH, on ne va pas les mettre les mains dans la configuration. Là, j'ai fourni une configuration qui est toute faite, générique. Mais si on veut déployer d'autres sites, automatiquement, il va falloir mettre les mains dans le cambouis, se connecter aux instances, etc. Toute la couche sécurité, mise à jour des technologies PHP, MySQL. Tout ça, que le hébergement web, vous n'avez pas besoin de gérer ça. En termes FTP. Ouais, le FTP, les accès FTP, l'accès aux fichiers, tout ça, c'est à vous de le gérer. Il ne faut pas oublier qu'on est sur un produit, comme on dit, de type IaaS, donc infrastructure. Donc on met à disposition des infrastructures, on ne met pas en place à disposition un service. Il y a aussi des questions par rapport au snapshot. En image via un outil tiers ou genre... Non, les images, on prend l'instance ici, sur l'instance qui est ici. On fait par exemple, là, vous avez créé... où est-ce qu'il est, créer un instantané. C'est juste ici. Nom de l'instantané, je vais mettre snap. Par contre, ça risque d'être un peu long, le temps que ça soit envoyé dans les plateformes. Mais voilà, là, il y a et il va apparaître en fait, il va apparaître après dans les volumes ici, dans les instantanés, dès que ça sera fait. Et j'aurai l'option pour convertir soit ça en image, soit en volume. Il y a une autre question qui concerne en fait quels sont les avantages entre, on peut l'ouvrir, serveur cloud, public cloud, serveur cloud managé, la question c'est dans le cadre d'un WordPress, public cloud, aussi Elastic Cloud, je pense que ça peut être bien de repositionner ces produits. Le public cloud, c'est, comme on l'a dit précédemment, c'est vraiment l'infrastructure de service. On vous fournit une infrastructure, vous êtes libre de l'utiliser et de construire ce que vous voulez. Donc on est vraiment sur une couche basse, on va fournir du calcul, du stockage, du réseau,
Donc on fournit les bases, entre guillemets, ce qu'on appelle le Data Center as a Service. Au-dessus, on a la partie G-Elastic, donc là on est sur du PaaS, du coup. Sur cette partie PaaS, on va fournir, il y a une couche d'abstraction supplémentaire qui va permettre de fournir différentes couches applicatives que vous n'aurez pas besoin de programmer, puisqu'il y a cette couche qui permet justement de s'abstenir de configurer tout ça. Donc ça va vous permettre de moins mettre les mains, entre guillemets, dans le cambouis et d'avoir tout de suite vos services. Et enfin, sur les différents services tels que les non managés et les managés, ça va plutôt être pour des personnes qui vont vouloir des performances garanties à l'instant T, qui vont payer un prix fixe par mois, donc vous payez votre VPS et c'est tout. Que la partie public cloud, vous allez plutôt chercher à optimiser vos coûts sur des coûts à la demande. Vous allez avoir des charges de travail dynamiques, si vous avez provisionné une instance pour une charge, et puis si ça doit tourner que 2 heures, vous arrêtez la charge de l'autre côté et vous relancez le lendemain. Par exemple, on pourrait imaginer des cas de figure comme ça. Le fait que ça soit piloté par API, justement, ça va nous permettre toute cette flexibilité. Si je le synthétise beaucoup plus simplement, évidemment, l'hébergement web mutualisé, c'est accessible au plus grand nombre. On peut déployer WordPress tout automatiquement. Le serveur cloud managé, même chose, c'est la même interface qu'un hébergement web mutualisé, mais avec des ressources dédiées. G-Elastic Cloud va aussi permettre à quelqu'un qui a peu de connaissances de déployer WordPress automatiquement via une marketplace et puis de pouvoir faire du load balancing en quelques clics, parce qu'il y a une interface logicielle qui permet de le faire. Et par contre, au public cloud, ça va être à vous de le faire, comme on l'a montré maintenant avec Kevin. Par contre, au niveau du coût, le public cloud sera beaucoup plus avantageux, mais va nécessiter plus d'intervention technique. On nous pose aussi la question, est-ce qu'on a du MFA sur OpenStack? Alors, le MFA aussi fait partie de la roadmap. En fait, on a une roadmap avec énormément de sujets qui nous sont montés par les utilisateurs. Le MFA en fait partie. On a encore des discussions dessus, par contre, pour savoir l'implémentation qu'il en aura, au niveau des API, ce que ça implique, etc. En termes de maintenance et d'évolutivité, là on a mis un site internet WordPress en place. Si maintenant j'utilise mon WordPress comme je le ferais avec un hébergement mutualisé, est-ce que c'est OK ou est-ce qu'il y a des choses à faire en termes de maintenance? C'est une question qui est intervenue en début. Alors là, en termes de maintenance, vous aurez la maintenance des systèmes d'exploitation, du système d'exploitation des instances, c'est-à-dire que votre WordPress va vous proposer une mise à jour de l'applicatif, mais gérer la mise à jour de l'OS, c'est à vous. Donc Linux, voilà, tout ce qui est la partie mise à jour. Pour faire plus simple, PHP aussi. Voilà, tout ce qui est toute la partie. Pour faire beaucoup plus simple, si on doit synthétiser, Infomaniac va garantir sur la partie public cloud tout ce qui fait le cloud, donc les serveurs, tout ce qui est l'infrastructure, tout ce qui est au-dessus du provisioning de l'instance, à savoir le système d'exploitation, les applications, les chiffrements, les paramétrages, tout ça c'est de votre responsabilité. C'est un modèle classique de responsabilité partagée qu'on retrouve chez AWS, chez Azure, etc. En termes de facturation, comme c'est à la demande, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que ça se paye en début de mois, fin du mois? Est-ce que c'est en temps réel? Alors, la facturation s'effectue au mois, donc on a une facture mensuelle qui est établie. En fonction des ressources que l'on a consommées, c'est en fin de mois. Ici, vous avez les différents coûts. Donc là, c'est le coût actuel au mois et vous pouvez suivre, c'est mis à jour toutes les 24 heures. On nous pose la question par rapport à Microsoft Windows, les licences. Est-ce que c'est possible de faire tourner des produits Microsoft sur notre cloud? Oui, on est en train de travailler pour fournir justement des images de Windows Server donc en 2019 et 2022. Pour des personnes qui viendraient du monde AWS, GCP ou Azure et qui ne connaîtraient pas encore OpenStack, est-ce que c'est quelque chose de difficile de se mettre à niveau et puis de faire la translation? Les principes de base du cloud sont totalement les mêmes à chaque fois que tout ce qu'on peut avoir, donc quand on va parler, comme on a pu voir, de security group ou de groupe de sécurité si on traduit tout en français, mais des instances, des images, il y a un peu la notion de réseau qui est un petit peu différente, mais dès qu'on va parler d'object storage, de gestion des identités, on va s'y retrouver. Il y a un vocabulaire, comme je pense quand on bascule, c'est sûr, quand on passe d'AWS à Azure, à GCP, chacun a un peu son vocabulaire, mais on s'y retrouve assez rapidement, les grands principes restent les mêmes. La question, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour suspendre une instance, pour éviter de devoir payer le disque, l'IP? Alors, voilà. Ça, par contre, la question est intéressante. Effectivement, dans la partie instance, quand vous allez arrêter une instance, vous ne paierez plus le coût de la RAM et du CPU, mais par contre, vous allez continuer à payer le bloc, donc le disque,
et les adresses IP qui sont attachées. Donc dans le cadre du réseau qu'on a provisionné là ensemble, l'adresse IP qui est rattachée et qui est en plus, c'est celle-ci. Donc pour ça, il va falloir la relâcher, donc vraiment release et la remettre dans le pool pour qu'elle ne soit plus facturée. Et pour la partie block storage, il faudra supprimer l'objet. L'autre option qui reste, c'est de faire, c'est l'option, c'est pas reconstruire, c'est shelve instance, alors je sais plus, c'est suspendre l'instance, et là du coup, vous libérez les ressources, et l'image de votre instance est envoyée donc dans un conteneur object storage, et quand vous avez besoin, on reprend l'image qui a été faite et on la redéploie. Donc là, voilà, on a le calculateur ici. Donc on peut aller, vous avez votre calculateur et vous allez pouvoir choisir, vous avez un lien avec un UID, vous pouvez choisir les différentes flavors que vous voulez utiliser. On peut prendre par exemple, si je reprends le A2 RAM disque 20, donc ici, si j'en mets 2, je fais l'étape suivante. On a ici les blocs storage, donc ça c'est les volumes supplémentaires que vous voudriez rajouter à vos instances. Vous avez pas, de base, c'est inclus dans le prix de l'instance. Donc là, on ne va pas en rajouter, on utilise déjà ce qu'il y a. Ensuite, l'object storage, c'est la quantité que vous voulez donc, rajouter sur votre object storage. Donc on peut passer. Vous avez les adresses IP publiques, c'est toutes les adresses IP publiques supplémentaires. Donc celle que j'ai ajoutée tout à l'heure, c'en est une de plus, donc je peux la rajouter. Donc à coût, à titre d'info, ça représente 3 € par mois. Un coût incompressible. Vous pouvez choisir aussi de mettre un load balancer. Bon là, en l'occurrence, on n'a pas. Et là, on se retrouve à un tarif de 11,42 € à peu près, à 11,42 € qui doit correspondre au tarif qu'on a annoncé tout à l'heure dans les slides avec la conversion monétaire. Et enfin, est-ce qu'on peut utiliser des routeurs pare-feu en machine virtuelle, plutôt que ceux fournis par OpenStack? Tout à fait. Je le disais tout à l'heure, on fournit d'ailleurs une image OpenSense, donc, qui est à la base une appliance pour faire du pare-feu. Et du VPN, et oui, on peut utiliser ça à la place, il n'y a aucun souci. Et est-ce qu'on peut aller au-delà de 80 Go de disque? Pour le disque système, non. Par contre, on peut provisionner un volume supplémentaire de données qui, là, c'est dans la partie instant. Vous allez dans la partie volume qui est juste ici. Faites volume, créez le volume, et là, vous choisissez en gros le nom du volume, et vous avez la quantité de gigas que vous voulez ici. Sachant que là, à l'heure actuelle, je suis limité à 10 Tera. Le maximum que je peux faire, c'est 10 Tera. Et question intéressante, est-ce qu'on peut transférer depuis Azure vers Infomaniac Public Cloud? La question, c'est plutôt, est-ce que Azure autorise la sortie des machines vers OpenStack? À partir du moment qu'on récupère un VHD ou un VMDK, donc les formats d'images de disques, à partir du moment, ce moment-là, on peut les réimporter chez nous, il n'y a pas de souci. Ok. Et puis là, par rapport toujours à ces questions de volume, est-ce qu'on peut commander plusieurs volumes de 10 Tera en cas de besoin? Alors non, là pour le coup, c'est la limite totale, donc là c'est 10 Tera, c'est le global du projet. Ne pas oublier tout à l'heure le fait de passer du niveau 1, du niveau 2 au niveau 3, ça débloque des seuils. Pour cela, il faut contacter le support. Voilà. C'est juste un coup de fil au support, on appelle le support, voilà, on dit qu'on a besoin de plus, on a besoin d'accéder au GPU, on a besoin d'accéder au stockage, on a besoin d'accéder à ci. Et c'est un niveau de support qui s'active, c'est un niveau de supplémentaire qui s'active directement, et là, les quotas sont augmentés. Un énorme vraiment merci pour votre présence attentive, vos questions intéressantes. On vous dit à très bientôt pour un prochain webinaire qui sera probablement dédié à Swiss Backup. Merci beaucoup, très bonne journée.